Et merci à la Dante Alighieri, merci à la mairie du 13e arrondissement, qui, comme tous les ans, organise avec succès cette semaine italienne, qui est entrée dans les mœurs parisiennes et italiennes aussi, dans le sens qu'il y a une réciproque à Rome, la semaine française à Rome, organisée toujours par Jacqueline, qui exprime même physiquement ce couple franco-italien. Voilà. En une seule personne, elle exprime toute l'amitié franco-italienne. Moi, je dis seulement deux mots, vraiment deux. Dire qu'avec Michele Canonica, qui est le président de la Dante Alighieri à Paris et qui est un grand journaliste, qui continue de l'être, parce que être journaliste est presque un sacerdoce, et journaliste un jour, journaliste toujours. Donc, Michele qui continue à écrire et à faire des émissions radio et télé est à plein titre journaliste aujourd'hui, et moi, étant à la retraite, je continue à pratiquer cette activité avec enthousiasme, et je fais de mon mieux de ce point de vue-là, et faire de son mieux signifie aussi aborder des sujets historiques qui aujourd'hui sont pleins d'enseignements pour l'actualité. Parce que l'actualité italienne aujourd'hui est aussi l'actualité de l'immigration. Alors le fait qu'un pays de migrants comme l'Italie réfléchisse sur l'immigration est un sujet plein de signification et d'enseignement pour aujourd'hui et pour demain. L'autre chose que je tenais à dire est un mot sur le professeur Romain Rainero, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Le professeur Rainero est l'un des plus grands professeurs d'histoire contemporaine en Italie. Il a été longtemps titulaire de la chaire d'histoire contemporaine à la faculté de sciences politiques de l'université publique, l'université statale de Milan. Donc, ces livres portent en particulier sur des sujets franco-italiens et sur des sujets, mais le professeur Rainero va me corriger si je me trompe, mais je crois ne pas me tromper, et il y a lu plusieurs de ces livres, sur des sujets qui regardent la Tunisie, la Libye, la Méditerranée et la relation franco-italienne. Or, nous savons très bien que l'un des sujets qui ont pollué la relation franco-italienne à la fin du XIXe siècle a été l'occupation française de la Tunisie, que les Italiens, à leur tour, espéraient pouvoir coloniser. Et c'est à partir de là qu'il y a eu toute une série de polémiques, de malentendus, qui ont amené, entre autres, l'Italie à entrer dans la Triple Alliance, qui est devenue triple avec l'entrée de l'Italie, et qui ont rendu extrêmement tendue la relation franco-italienne à la fin du XIXe siècle. Donc, la question de la Tunisie, dont le professeur Rainero est le plus grand expert existant, la question de la Tunisie est un sujet clé dans la relation franco-italienne. Et d'ailleurs, il y a eu une importante immigration italienne en Tunisie, et de personnes qui sont venues ensuite en France, une pour toutes, Claudia Cardinale. Donc, la famille de Claudia Cardinale. Donc, les sujets de l'immigration italienne font partie du noyau dur des études du professeur Romain Rainero, qui d'ailleurs a lui-même, pour son expérience de famille et pour les transcours de sa propre famille, une connotation précise franco-italienne. Alors, merci à Michele et à Dante Alighieri, merci au professeur Rainero pour avoir accepté d'être parmi nous. Michele et moi, quand on fait les choses ensemble, on s'inspire toujours à un côté un peu, je peux dire le mot bordélique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, on est habitué à s'interrompre dans la plus grande sympathie et j'espère sans déranger le public. Là, on le fera avec plus de prudence, compte tenu que le professeur Rainero est parmi nous. Mais
peut-être que le côté anarchiste de l'amitié, pas franco-italienne, mais canonica toscana, émergera aussi à cette occasion. Alors je donnerai brièvement la parole à Michele, vraiment, tout le temps que Michele voudra, et ensuite le professeur Reinero fera sa relation qui sera centrale dans cette conversation. Donc le sujet d'aujourd'hui est un sujet déjà important en soi-même et important dans le contexte de cette 17e semaine italienne, car c'est vraiment le sujet qui est au centre de cette semaine. À chaque année, la semaine italienne comporte un sujet principal et cette année, c'est justement l'immigration italienne en France. Il faut dire qu'aujourd'hui, on parle de ce sujet sur un ton très différent par rapport à il y a quelques décennies, parce que notamment à l'intérieur de l'Europe, il y a désormais des échanges de citoyens qui, pour des raisons professionnelles, pour des raisons liées à leur vie personnelle ou privée, se déplacent et donc on ne pense plus à la véritable émigration, déracinement comme on l'a voyé il y a encore quelques décennies. Il y a d'un autre côté une immigration provenant de pays extra-européens qui peut prendre même des aspects dramatiques, mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur une immigration italienne en France qui a été déterminée par différentes motivations. Et il y a bien sûr les raisons économiques, c'est-à-dire qu'il y avait des Italiens qu'on peut appeler, pour simplifier, pauvres, qui cherchaient une façon d'améliorer leur vie et celle de leur famille. Et il y avait bien sûr des raisons politiques, notamment à l'époque fasciste. Il y a eu des exilés italiens qui se sont rendus, les communistes à Moscou, quelques-uns dans les pays anglo-saxons, Salvini aux États-Unis, Don Sturzo en Angleterre. Mais enfin, disons que Paris a été le principal centre d'attraction pour les Italiens antifascistes. Il suffit de penser à Gobetti, aux frères Rossel. C'était une famille de véritables héros de l'antifascisme, d'un antifascisme minoritaire. Comme chacun sait, l'antifascisme italien était communistes, catholiques, eux, ils appartenaient à une autre famille vraiment minoritaire. Mais il y a eu aussi, parmi les émigrés italiens du XIXe siècle, ceux qui étaient hostiles à leur nouvelle patrie italienne. Et ça, c'est un élément sur lequel on parle peu, mais je pense que c'est un élément important. N'oublions pas que l'immigration s'est énormément accentuée après l'unité politique de l'Italie. Il y avait une partie des Italiens qui ne se reconnaissaient pas dans ce nouvel État. Et n'oublions pas non plus qu'il y a eu dans les années 60 du XIXe siècle un phénomène qui a été dénommé d'une manière un peu sommaire brigantaggio. Au fait, dans les mêmes années où aux États-Unis se combattait une guerre civile nordiste-sudiste, en Italie, il y avait une partie des anciens sujets du royaume de Sicile qui s'opposaient au nouvel État, qui considérait que cette nouvelle créature politique était le fruit d'une sorte de conquête coloniale, et donc évidemment, oui, brigantaggio est un terme péjoratif, donc on considérait qu'il y avait des brigands là-dedans. Il y avait bien sûr des troupes de l'armée sudiste,
du royaume de Sicile, mais il y avait également des gens du milieu, il y avait des délinquants, comme d'ailleurs cela était arrivé aussi aux États-Unis dans les mêmes années. Enfin, de toute manière, je pense que c'est intéressant de considérer qu'à côté des raisons économiques ou politiques au sens noble du terme, il y avait aussi ce sentiment de rejet face à une unité politique de l'Italie que tout le monde n'approuvait pas. Sur ces sujets, on pourrait bien sûr développer notre réflexion, mais je pense que nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir un grand spécialiste de l'histoire contemporaine, comme Alberto Toscano vient de le rappeler. Si je ne me trompe, le professeur Reinero a été aussi l'un des professeurs d'Alberto. Il a été l'un voilà, élève et assistant. Voilà. Assistant à la chaire d'histoire contemporaine. Oui, donc il a été déçu par ces institutions qui ignoraient un peu le désir de ces jeunes de faire carrière, et il a choisi une voie très valable, très importante, qui est la voie du journalisme et surtout de la correspondance de l'étranger à partir de périodiques, journaux, etc., italiens, avec un succès que nous connaissons. Être assistant du professeur Reinero a été une leçon de vie pour moi. C'était la fin des années 70, c'était un moment très difficile pour l'université en Italie. On a vécu à Milan entre la fin des années 70 et le début des années 80 un moment extraordinaire et en même temps, je répète, difficile. Et à la fin, on choisit son chemin de la vie. Mais j'ai toujours gardé dans moi le désir, la question, qu'est-ce que ça aurait été formidable de rester à côté du professeur Reinero à apprendre. Et de toute façon, j'ai beaucoup appris et je lui suis vraiment reconnaissant. Permettez-moi de fermer cette parenthèse personnelle. Je vais rougir. J'ai déjà rougi. Voilà, je propose donc, tout en respectant les motivations de mon ami et confrère Alberto, mais je propose à notre illustre invité de ce soir de nous donner d'abord son sentiment généraliste sur le thème de ce soir. Merci. Avant tout, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie surtout pour l'argument qui m'a été présenté. C'est un argument qui tient à moi et à mon activité. J'ai écrit exactement 72 volumes. Sur ces 72 volumes, il y en a une quinzaine sur l'immigration. Et cette immigration est une immigration qui a concerné soit le monde de la métropole, surtout la question provençale, soit le monde du cœur de l'Hexagone, c'est-à-dire Paris, et surtout l'apport italien au progrès et aux activités économiques de la Tunisie. Voilà. Avec des déboires qui sont à rappeler, avec une sérénité totale, avec ce sens de participation. Je le dis parce que je suis moi aussi un fils de l'émigration. Je suis né à Cannes, donc je suis cannois. J'ai opté d'être italien, mais quand j'ai opté d'être italien, j'ai dû communiquer aux autorités françaises mon option, qui était une option culturelle. J'avais comme professeur, le professeur plus intéressant, Norberto Bobbio, un penseur du libéralisme démocratique, professeur à Turin, et j'avais été séduit par son discours,
par ce discours surtout qui était profondément démocratique, respectueux de l'opinion de l'autre. Et l'autre, je l'écris toujours avec la A majuscule. L'autre qu'il faut respecter, mais pas le respecter en lui donnant des occasions de vie, de survie, etc., mais en respectant aussi son manière, sa vie, son contexte moral, religieux, politique, etc. Alors, c'est très très bref, je ne veux pas faire l'histoire de la vie de mon père. Mon père était un socialiste qui, à la veille de la marche sur Rome, donc le 27 octobre 1922, a décidé, pour réagir à une situation qui était déjà déterminée par des violences fascistes, de retourner là où il avait fait son apprentissage. Mon père était bijoutier. Son apprentissage, il l'avait fait auprès d'une certaine institution économique qui s'appelait Cartier. Et puis Aubusson. C'était les deux grands éléments de référence. Mais puis il était retourné à la patrie italienne comme volontaire, et étant donné qu'il avait une voiture, il savait conduire, alors c'était quelque chose d'extraordinaire, il a été officier du primo centro automobilistico di Torino. C'était des gens qui portaient des camions assez rudimentaires, si l'on peut dire, qui amenaient sur le fort du Carso les bombes, avec des risques énormes. Il a fait 54 mois de service militaire, et puis il est rentré dans les rangs de la vie normale italienne. Mais cette évolution nationaliste, patriotique, hégémonique, fasciste l'avait déçu, et donc, la veille de la marche Rome, il est parti à pied, et il a traversé Ventimiglia, et il est allé à Paris, où il a travaillé avec ses anciens patrons, qui étaient Cartier et puis Aubusson, et puis il est entré dans une certaine combinaison importante qui s'appelle Van Cleef & Arpels. Il a fait toute une carrière très positive. Il est devenu directeur de Place Vendôme, de Van Cleef & Arpels. Monsieur Louis Arpels est mon parrain, donc j'ai des rapports avec la maison, si l'on peut dire. Mais ce qu'il a surtout tenu à l'activité de penser plus que d'opérer, ça a été la naissance du Centre des antifascistes italiens à Paris, où il a connu et il a bien aidé Sandro Pertini, qui était un pauvre homme qui s'était échappé des geôles fascistes et qui vivotait dans une pauvreté absolue. Et donc, je me rappelle de Sandro qui venait chez nous manger la pasta asciutta. Quand mon père a été nommé directeur de certaines activités de Van Cleef, surtout à Cannes, je suis né là, et Sandro Pertini a suivi, car c'était les moments où la saison, comme on l'appelait alors, de la Côte d'Azur, était des occasions inspirées pour les Italiens de survivre. Je ne dis pas de gagner de l'argent, mais de survivre. Car le problème de fond, est surtout le problème de la survie. Le problème de ce rapport, qui est un rapport assez extraordinaire, des extrêmement riches et des extrêmement pauvres, des va-nu-pieds et des nantis. Je dois dire que mon activité de professeur d'histoire a été aussi favorisée par des amitiés importantes. Importantes, je tiens à le dire, parce que l'amitié avec Habib Bourguiba, l'intimité avec Habib Bourguiba, l'intimité avec le roi Hassan II du Maroc, surtout axée
sur la présence des Italiens a été un phare qui a illuminé mon chemin. J'ai été aussi conseiller du ministère de la Défense nationale, président du comité d'histoire diplomatique franco-italienne nommé par le Quai d'Orsay et par l'histoire. Cet avantage était surtout lié au fait que mon père se rendait compte qu'il y avait une quantité énorme d'Italiens qui ne réussissaient pas à s'insérer, malgré ce que Alberto a dit, anarchie. Non, j'appelle ça fantasia. Alors, tu viens de parler de la Tunisie. Est-ce que toi qui as écrit ce livre sur la Tunisie et l'immigration italienne en Tunisie, tu peux nous expliquer comment l'immigration italienne en Tunisie a été un point clé de la relation franco-italienne et de l'immigration italienne en France ensuite? Bon. Alors, j'ai écrit récemment, il a été publié par la revue de la... il y a quelques semaines, en français naturellement, par la revue des langues, comment que ça s'appelle, on ne sait pas, voilà, des langues néo-latines. Un article, c'est pas celui-ci, c'est un autre, un article sur les égarements de la politique française et italienne à propos de la Tunisie. C'est-à-dire, la question de la Tunisie naît en 1881, quand Jules Ferry décide de vouloir réagir à des pseudo-attaques de frontières algéro-tunisiennes. En réalité, l'histoire, les documents français démontrent que ces attaques étaient des semblants d'attaques pour donner aux autorités politiques de Paris l'occasion d'élargir vers l'est de la Tunisie la présence, pas juridique, mais en la présence française, en espérant d'avoir vers l'ouest, le Maroc, un épisode aussi élargissant, et dans l'espoir de créer l'Afrique du Nord français. L'immigration italienne en Tunisie est une immigration qui remonte aux années bien précédentes à la crise de 1980-81, car c'était le lieu vers lequel se dirigeaient des minorités sardes, siciliennes, méridionales, minorités qui étaient aussi, il faut le dire, agissantes sur le plan de la finance des grandes sociétés de financement italiennes de ces trois régions, s'étaient intéressées aux activités de la Tunisie. Et ces activités de la Tunisie avaient porté le gouvernement italien et ses éminences économiques à défendre ceux qui étaient menacés par des agissements français. Et c'est-à-dire défendre l'indépendance de la Tunisie. À partir de ce moment-là, les propos italiens n'étaient pas d'avoir une colonie, car on se rendait parfaitement compte que le problème n'était pas d'avoir une autre aventure dans le sens de l'Afrique, de l'Érythrée et de l'Afrique orientale. Et on nourrissait surtout l'espoir d'avoir une espèce de possibilité d'une expansion de l'immigration. Je veux simplement vous dire le discours de Mussolini du 26 mars 1939. Nous sommes encore en pleine polémique anti-française. De toute façon, nous désirons que l'on ne parle plus de frères, de sœurs, de cousins et d'autres parentés bâtardes, car les relations entre l'État et les États et la France sont des relations de force. Et ces relations de force sont des éléments qui déterminent leur politique, même envers la France, la fausse sœur. Or, cet argument ne tenait pas compte du fait que j'ai les données, et maintenant je retourne au grand problème de l'immigration. Pendant la période
la dernière période, 1919-1927, les émigrants italiens vers la France ont été 1 82 000. Ceci veut dire que l'émigration italienne a continué malgré les oppositions fascistes. Et cela pourquoi? Il a été question, il y a quelques instants, de problèmes, disons, économiques, oui. Il y avait en Piémont, il y avait un dicton, on disait « Viva la Farsa, viva la Spagna, anzi, viva la Spagna, viva la France, viva il paese della panza ». C'est-à-dire, là où on mange, on doit rester, mais surtout respecter. Ça, c'est le problème. Respecter le lieu, les habitudes, où nous sommes insérés comme des éléments étrangers. Nous parlons une autre langue. Nous ne connaissons pas les activités mentales, politiques, tout est différent. Et nous devons rester. Je dois citer aussi, car c'est important à venir de voir, pour connaître la ténacité des Italiens en France. La ténacité était donnée par le fait qu'il y avait une règle d'or qui était disséminée parmi les centres d'amitié, les amitiés siciliennes, les amitiés piémontaises, etc. Il s'appelait les 10 commandements de l'émigré. Je vous les lis parce que ce sont des choses qui ont donné à la majorité de ces quelques, désormais presque 1,5 million d'Italiens, qui ont donné 4 millions d'Italo-Français, des règles de comportement qui sont très importantes. Premièrement, tu n'auras d'autre dieu que le travail. Dès que tu auras quitté ton pays, tu chercheras du travail, mais sans avilir tes bras, aux dépens de tes frères que tu trouves là-bas. Écris-toi immédiatement à la chambre des métiers, au syndicat de ta profession. Soutiens tes camarades de travail dans toutes les luttes contre la position dominante du capitalisme. Sois sobre, mais pas mesquin, modeste, mais pas vil. Marche la tête haute, mais sans arrogance. Ne t'en remets jamais au couteau. Si tu as un ennemi, embrasse-le. C'est le meilleur moyen de le faire taire au fond de chacun la rancœur commune. Ne vole pas. 7. 8. N'écoute pas la voix du patriotisme trompeur, mais considère la terre où tu vis comme ta patrie, et comme tes concitoyens, les hommes qui travaillent avec toi, même s'ils sont tes étrangers. Cherche à t'instruire, à t'améliorer, à faire ton éducation. Enfin, en entrant chez toi, ne dis pas mal de la terre qui t'a nourri, ni des hommes qui ont mangé et vécu avec toi. Cette philosophie est une philosophie merveilleuse, c'est une philosophie qui donne à la présence italienne, dans sa majorité, le fait que l'élément provocateur qui, après 1922, se répand dans toutes les présences italiennes dans le monde, c'est-à-dire le fascisme, n'a pas de prise, car il y a quelque respect atavique, même si au début, le Charivari, cette fameuse revue satirique de la fin du siècle d'avant, était toujours agressait toujours les Italiens. Ces Italiens qui ont un air violent, dont le meilleur d'entre eux a étranglé sa mère. Oui, c'est ça. C'est Louis Bertrand qui écrit ça. Louis Bertrand est disons, pas un écrivain, mais c'est un homme politique méridional, marseillais, qui était surtout lié au fait d'Aigues-Mortes,
les Italiens viennent nous voler le travail, viennent nous voler. Alors, à ce moment-là, je veux dire une chose. Les Italiens travaillaient. Les Italiens ont toujours travaillé beaucoup. Ils ne respectaient pas le quart d'heure avant ou le quart d'heure d'après. Mais surtout, ils avaient ce que j'ai appelé avec ironie la fantasia. Alors, la police française, j'ai examiné toutes les archives de la police française, très difficile à la voir, mais enfin, étant donné que j'ai la Légion d'honneur grâce au président de la République française, Chirac, j'ai eu la possibilité d'aller soit enseigner pendant 3 ans à la Sorbonne, soit avoir accès à ces documents qui sont, disons, couverts. Je ne dis pas qu'ils sont secrets, mais ils sont couverts. Alors, voyons, la fantasia, je ne veux pas vous dire l'élément de la police française. La police française était assez rapide. Elle disait, les Italiens sont de 2 genres. Il y a les Piémontais et les Napolitains, c'est tout. Alors les autres régions étaient rapidement comprises dans l'une ou dans l'autre. Mais alors, je veux vous illustrer certains travaux qui sont assez... Alors, tailleur de pierre, marbrier, sculpteur, peintre en bâtiment, forgeron, ferronnier, coutelier, typographe, menuisier, cordonnier, vannier, boulanger, meunier, marchand, détaillant, revendeur, poissonnier, marchand de primeur. Mais il y a aussi autre chose. Personnel de service, valet, maître d'hôtel, loueur de chambre, porteur de billets doux. Ça m'a fait... Parce que ces déclarations ne sont pas de la police. La police, quand elle voulait faire une fiche, elle disait au gars italien, mais qu'est-ce que tu fais? Porteur de billets doux. C'est-à-dire, il fréquentait les restaurants, les bars, les balles, les ambiances un peu comme ça. Et naturellement, il y avait des prostituées italiennes, etc. Et on disait, porter un billet doux. Et lui, il prenait son argent avec ça. Il y a aussi peigneur de chiens. Ah oui, il peignait les chiens. Et puis il y a aussi arroseur de jardin. Parce qu'il y avait deux qualités. Un qui arrosait n'importe qui et n'importe quoi, et l'autre, il arrosait les jardins. Bon, exil et nostalgie. Alors, les Italiens qui arrivent en France ou en Tunisie pensent toujours à leur village. Ils ne sont pas nationalistes. Ce sont des patriotes qui aiment leur village, leur place, leur petite montagne, leurs amis. Et là, c'est la nostalgie. Nous sommes loin. J'ai recueilli un tas de poésies qui ont été publiées dans différentes revues françaises et italiennes sur la nostalgie. La première phase est la phase des gens qui sont venus. Et puis ces gens, avec le travail, le respect et le dialogue, on fait famille, on fait des enfants. Les enfants sont allés à l'école de la troisième République a été un apprentissage de langue, où le père avait l'interprète à la maison, c'était le gosse qui avait 11 ans, qui savait le français, qui connaissait le sicilien, et alors il lui faisait. Cette première naissance, c'est-à-dire la deuxième vague, qui était une vague née, comme moi-même, dans le pays dans lequel il a fait ses petites études vers des horizons toujours plus ambitieux, était l'élément qui a déterminé une espèce d'assimilation. Mais ce n'est pas une assimilation par annulation, c'est une assimilation par respect.
C'est-à-dire, vous rencontrez des Italiens, des Français qui disent oui, je suis d'origine italienne, oui, mon père était piémontais, mais de quel village? Je ne sais pas. Oh, non, je n'ai jamais été là, mais il en parlait tant et c'est tellement évident que lorsqu'il est mort il y a 10 ans, on a dû l'emporter et l'enterrer là-bas. Et dans beaucoup de villages, des villages des pays d'émigration, Sardaigne, Sicile, Piémont, vous trouvez des tombes avec des noms locaux et en dessous, vous trouvez des livres ouverts, qui est une tradition française pour les tombes. En Italie, il n'y a pas de livre ouvert. Sur le livre ouvert, il y avait « À mon grand-oncle bien-aimé » ou « À mon tonton » ou « À mon grand-père », à ma mère, à ma femme. C'est-à-dire, il y a ce respect. Première génération. La deuxième, non. La deuxième est totalement insérée. Ce sont des franco-italiens, ce sont des italiens, ce sont des français. Non, ce sont des personnages qui ont l'avantage d'être nés sous des cieux généreux. Pour moi, surtout, la France est devenue ma femme, alors que l'Italie reste ma maîtresse. La France, c'est le pays où j'ai vécu, grandi, où j'ai tout connu. L'Italie, c'est ce brin de nostalgie que tous les hommes ont dans la tête. Et c'était aussi la maison de mon père, de ma mère, voire le village, les amis, ceux qui ont bien connu mes parents. C'est tout ça. Mais aujourd'hui, mon pays, c'est la France. De cela, je suis certain. L'Italie, je la vis que dans mes rêves la nuit. Le thème abordé de la nostalgie me semble un thème très important. Et je pense que là-dessus, vous pourriez peut-être répondre, si certains d'entre vous se sentent immigrés. Et puis, autre chose, faut-il être... qu'est-ce qui est mieux? Être maîtresse ou épouse? Qui doit l'emporter? Ça, c'est... Voilà. Alors, je suis français, je suis né en France, etc. Mais je suis prêtre et j'ai fait... Ouais, et j'ai fait mon séminaire en Italie, à Gênes. Vous n'avez pas d'expérience de maîtresse? Non, non. Mais j'ai deux petites questions. J'ai assisté à une petite conférence de Doan Bui, qui est né en France mais de parents vietnamiens, et qui montre la difficulté pour les parents étrangers d'enfants nés en France de parler de leur culture. Là, c'était le vietnamien. Alors, je veux savoir si pour les parents italiens d'enfants nés en France ont eu cette difficulté. Et puis, deuxième question, peut-être beaucoup plus actuelle. Qu'est-ce que vous pensez des enjeux qui se jouent en ce moment pour les Européens qui peut-être doivent quitter le Royaume-Uni et les Anglais qui peut-être devront quitter l'Europe? Vous n'êtes pas obligé de répondre si c'est hors sujet. Vous avez bien énoncé votre propos. Alors, je peux répondre simplement une chose, il s'agit d'un faux problème. Un problème que le temps, peut-être même la fin de la Brexit dure, comme elle avait été déclarée au début, sera la solution. En tout cas, nous, les Européens, par le biais de notre organisation inter-européenne, de l'Union, nous négocions. Et cette négociation a une valeur des deux côtés. C'est-à-dire, nous protégeons par héritage mental et psychologique tout étranger, donc des Anglais que nous considérons toujours membres de la grande famille européenne. Et nous avons eu le plaisir récemment d'avoir, il y a 3 jours,
d'avoir les propos de la May, de respecter aussi ceux qui, avec un certain écart, 5 années, etc., c'est le début. Les Américains, les États-Unis, avaient des positions tout autant autoritaires et négatives. Et puis après, les choses ont changé. Les Français aussi avaient des positions négatives envers les Italiens. Et puis, ils se sont aperçus qu'au fond, il y avait du bon. On pouvait parler, on pouvait les respecter, ils nous respectaient. Et alors, quelqu'un est devenu même l'emblème d'une France nouvelle. Je vous rappelle simplement, peut-être quelqu'un s'en rappelle, le chanteur le plus connu dans la France du Sud des années 30-50 est un certain Vincent Scotto. Vincent Scotto est napolitain. J'ai connu son fils qui habite La Ciotat, et chaque année, c'est ça le respect, chaque année, les héritiers de la grande famille Scotto si chiama, vont à Ischia, car ils sont nés à Ischia, et où il y a une chapelle dans l'église qui s'appelle San Giuseppe, Saint-Joseph, il y a une chapelle Scotto à tous les émigrants en France et ailleurs. C'est-à-dire l'exemple le plus frappant, ce sont les personnes qui ont fait des grandes carrières et qui sont d'origine italienne. Et donc, le problème que vous avez posé est un problème qu'avec le temps, la patience et surtout les aspects économico-industriels, financiers, car c'est toujours très important, pourront donner à cette initiative de refus ou de contestation un résultat totalement différent, c'est-à-dire une hospitalité que nous avons assurée, que nous assurons, nous, les Italiens, nous assurons même aux migrants, et cela malgré le refus de certaines autorités, même françaises, qui laissent quelques 150 Sénégalais, donc au fond presque français, dans les berges d'un petit fleuve de Ventimiglia, la Roya, et qui refusent, même s'ils ont des parents qui s'assuraient, tout comme ça. C'est-à-dire, ce sont des moments, peut-être, sans peut-être, certainement, Macron, qui est un homme qui est, disons, pragmatique, et qui certainement pourra examiner la chose sous des aspects désormais lointains des paradigmes de partis politiques. C'est un homme qui se proclame libre et qu'il a eu l'avantage de l'être et de le démontrer jusqu'à présent. Espérons. On verra. Je m'excuse, je voudrais simplement féliciter le monsieur qui est là pour avoir rétabli une atmosphère plus contemporaine. Alors, il est vrai que nous avons écouté un panorama extrêmement suggestif au sujet de la perception mutuelle entre les Français et les Italiens, mais en même temps, je crois que dans le débat d'aujourd'hui, il faut justement mettre l'accent aussi sur des sujets d'aujourd'hui. Là, vous avez fait allusion, par exemple, au Brexit et aux avatars de la construction européenne. On peut se demander, par exemple, si cette relation France-Italie va aboutir sur un esprit national européen un jour, en perspective, ou pas. Enfin, question très, très difficile. Non, madame. En fait, moi j'appartiens à la 3e génération. Mon père est français, ma mère est italienne. Et je sais, comment dire,
Ma mère était fière d'être italienne, mais il ne fallait pas parler avec les mains, voilà, plus frioulane, donc c'était très carré. Alors du coup, moi, bon, j'ai été un peu éduquée comme ça, mais je voyais très bien petite, le calendrier était en italien chez ma grand-mère, elle ne parlait pas la langue de sa région, enfin tout était comme ça. Et donc à l'école, je ne parlais pas du fait que j'étais d'origine italienne, jusqu'au moment où j'étais en Sicile, une fois les études finies. Et là, j'étais avec un groupe de Français, excusez-moi l'expression, hein, c'est pas... Et alors du coup, il m'a dit, il me parlait, il me disait, mais toi tu es italienne, alors je voyais bien que c'était plus intuitif d'apprendre la langue. Donc je me suis mise à lire l'histoire, tout ce que je pouvais. J'ai voyagé un peu partout dans l'Italie. Et là, je me suis dit, mais moi, c'est un plus. Les gens, quand je vais là-bas, quand je parle un peu avec eux, au début, ils me parlent comme une étrangère. Ils prennent le temps d'articuler en italien et après, ils se mettent à parler normalement. Alors, j'ai dit, bon, bah, alors, c'est la double culture. J'ai cette double culture. Et du coup, je vais faire des démarches pour demander la double nationalité. Parce que maintenant, on est à l'heure de l'Europe. Maintenant, on a une autre vision aussi de l'intégration, il y a le multiculturalisme. Et moi, je trouve que c'est vraiment un plus à faire valoir. Et je ne renie pas le côté français. Je ne renie pas, parce que mon père est français, donc je peux pas... Voilà. Je ne renie pas le côté italien, et je trouve que c'est même un plus à faire valoir, pour moi, en ce qui me concerne, à faire valoir. Et là, je vais faire des démarches au consulat pour avoir justement... Vous avez le droit de le demander et le droit de l'obtenir. Il y a plein de gens ignorent on est quand même énormément de... Est-ce que vous avez une question à poser au professeur? Alors, merci déjà, et merci, voilà, c'était... J'ai un peu moins la question de... Tiens, voilà. Non, très sincèrement, je crois que vous avez posé un point fondamental. C'est-à-dire, est-ce que la double appartenance, entre guillemets, quelque part, est un plus ou non? Je suis d'accord avec vous, il s'agit d'un plus et d'un super plus. Mais ce plus, c'est un plus, comme vous dites, doit être mis en valeur aujourd'hui et analysé aujourd'hui par rapport au passé de l'immigration italienne en France, parce qu'il y a eu toute, et le professeur Rainer en parlait tout à l'heure, quand il disait l'immigré italien en France oublie le lieu exact de l'origine de la France. Moi, ça fait 31 ans que je suis en France et j'ai travaillé sur ce sujet et j'ai interviewé des dizaines de personnes d'origine italienne comme vous et ils me disent, je sais que ma famille est d'origine calabraise, mais je ne sais pas d'où. Je sais que ma mère est sicilienne ou piémontaise, moi je suis piémontais, et je dis, mais d'où? Par exemple, Forni était un village près de chez moi, et l'ancien président de l'Assemblée nationale aujourd'hui décédé. Mais je suis intéressé à savoir d'où vient le nom. Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que le propre de ce type d'immigration italienne, il y a une série d'articles qui ont été publiés par l'illustration entre 30 et 31. Et sur la population de la France, c'est une série d'articles extraordinaires et je suis scandalisé qu'ils ne soient pas publiés aujourd'hui en volume. L'auteur de ces articles a fait un reportage, il disait les immigrés italiens, les fils d'immigrés italiens, entrent dans la dynamique de l'école française de façon parfaite. Ils sont les meilleurs. Ils s'intègrent à perfection. Donc, ce qui était considéré un plus, la facilité d'intégration de l'enfant de la famille italienne, aujourd'hui, n'est pas un plus. Aujourd'hui, le plus est la double, pour une raison de langue, pour une raison de culture, pour une raison de s'adapter à la nouvelle réalité européenne. Mais ce qu'il y a dans l'histoire de l'immigration en France, c'était la pure capacité de s'intégrer. Donc, d'oublier l'origine. Aujourd'hui, le plus est le mettre en valeur, l'origine. Donc, je suis d'accord avec vous. Ma réponse est, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas si
d'autres veulent intervenir sur ce sujet, qui me paraît un sujet d'extrême actualité. Moi, j'ai réalisé des centaines d'interviews. À certains moments, j'animais des émissions de radio. J'ai réalisé des centaines d'interviews avec des Français d'origine italienne. Il y a ceux qui idéalisent leur pays de provenance et leur région. Il y a ceux qui le diabolisent. Il y a les deux possibilités. Par exemple, je me souviens, comme si c'était hier, d'un monsieur qui s'est mis à pleurer dans le micro parce que sa famille provenait de Toscane. Il avait visité la maison de paysans que ses grands-parents avaient vendue pour réunir le capital nécessaire pour émigrer. Or, cette maison a été restructurée, elle est devenue une maison de luxe avec piscine, elle vaut 2 millions d'euros. Alors il s'est mis à pleurer dans le micro en disant « Mais là, c'est un paradis, un endroit magnifique. Et moi, je me retrouve là à mener une vie comme ça, de pauvre bougre, etc. » Et enfin, il y a toute une série de nuances qui est infinie, parce que, bien sûr, les destins individuels sont d'une diversité infinie. Je voulais d'abord remercier le professeur qui a apporté tellement de nuances à son propos sur, je ne vais pas dire les différentes sortes d'immigrés italiens, mais des générations, plusieurs générations d'immigrés italiens, aussi légitimes les uns que les autres, et également des différences à l'intérieur d'une même famille. Moi, je suis à 200% italienne, puisque je n'ai que du sang italien vénitien, de chaque côté de ma parenté, aussi loin que j'ai pu remonter. Donc, je voulais intervenir au départ lorsque j'ai levé la main sur la double nationalité, mais je vais laisser tomber. Je suis contre le fait d'avoir 1, 2, 3, 4 nationalités. Je ne revendiquerai jamais la nationalité italienne, bien que je sois totalement folle de l'Italie. J'ai appris l'italien, j'en ai fait une licence parce que mes parents... Alors, ma mère avait souffert du fait que mes grands-parents étaient arrivés en France dans les années 30 en fuyant le fascisme. Elle avait 7 ans et refusait. J'ai la voix haute. J'ai la voix haute comme les Italiens. J'ai les cordes vocales italiennes, m'a dit mon horaire. Donc, ma mère a toujours aussi. Ma mère a toujours refusé de répondre en italien à ses parents qui lui parlaient en dialecte vénitien. Donc elle ne sait pas parler italien. Elle le comprend et elle ne sait pas parler. Mon père, quant à lui, est venu seul en France en 1943 pour fuir les fascistes parce que son frère venait d'être interné à Buchenwald en tant que partigiano. Et ma grand-mère lui a dit « Va-t'en. » Il a été recueilli par une famille italienne, ma famille maternelle, et il a épousé ma mère. Et il s'est interdit de parler italien par horreur du fascisme, plus que par horreur de l'Italie. Et moi, j'ai appris l'italien dans ma classe de seconde à la réforme du lycée, lorsqu'on pouvait laisser le latin pour prendre une troisième langue. Voilà. Et j'ai toujours aimé l'Italie et les Italiens, mais je me sens française, je ne souhaite pas prendre. De toute façon, je suis contre la double nationalité, toutes les nationalités. Voilà, donc... Vous êtes tellement aimable que vous dites je suis contre. Vous n'êtes pas pour, c'est tout. Je ne suis pas contre, voilà. C'est différent de dire je ne suis pas pour et dire je suis contre. Non. Vous n'êtes pas pour. Je suis un petit peu contre par souci d'égalité par rapport à des Français, Italiens, qui eux n'auront jamais de double nationalité.
Excusez-moi, mais la question de la nationalité, à ce moment-là, devient un détail. Oui. Le discours que Madame c'est un discours culturel. C'est un discours sur être en plus, disait Madame. Et on est tous d'accord que la pluralité culturelle est en plus. Ensuite, si quelqu'un veut formaliser ça par la double nationalité, quelqu'un d'autre, non. Moi, j'habite en France depuis 31 ans. Je n'ai jamais demandé la nationalité française pour une seule raison, que je me sens européen. Point final. Mais ceci dit, peut-être un jour je le demanderai pour aller voter au présidentiel. Concernant ce sujet des langues et de l'étude des langues et de l'utilisation des langues, alors là, je peux dire que j'ai une expérience directe, car la DANT, qui est une grande association culturelle ayant des comités dans plus de 500 villes à travers le monde, donc a la mission, entre autres, d'enseigner la langue italienne. Or, pour ce qui concerne la France en particulier, la situation de l'italien, et ça c'est un peu paradoxal, mais c'est la pure vérité, s'est énormément améliorée depuis que les Italiens en Italie étudient beaucoup moins le français. Pourquoi? Parce que comme les relations économiques et culturelles entre la France et l'Italie restent colossales, donc il y a de la part des Français un effort de réciprocité, même de la part de ceux qui ne sont pas d'origine italienne, mais qui développent des activités nécessitant une connaissance de la langue. Donc, si je fais la comparaison avec il y a 20 ans, le nombre des étudiants, des élèves des cours d'italien s'est multiplié par 3, 4 fois. C'est-à-dire, c'est incroyable, alors qu'en Italie, ceux qui appartiennent à notre génération ont généralement étudié le français en première langue, mais les moins de 40 ans, généralement, ont étudié l'anglais en première langue, et le français n'est pas forcément la deuxième, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres langues, suivant les régions, l'espagnol, l'allemand, et voilà. Donc, c'est là au point qu'il y a même des professeurs de français qui sont mutés vers des fonctions administratives, car on n'arrive pas à former des classes. Le déclin, je le dis sans aucune joie, bien au contraire, mais le déclin de la langue française en Italie, c'est quelque chose de spectaculaire. Bon. La double nationalité ne fait pas perdre votre nationalité d'origine. Si vous habitez en France, et comme l'a dit très justement Alberto, si vous êtes en France, vous vivez avec les Français, etc. Et que vous aurez à un moment donné envie de participer davantage, de voter par exemple. Et ça, c'est important. Si vous restez italien, la double nationalité vous donne cet avantage. Moi, je ne suis pas italienne, mais je le suis de cœur. Je suis française, comme elle l'a dit tout à l'heure, je fais énormément pour l'Italie, etc. Je me sens très italienne. Bien entendu, si je pouvais avoir la nationalité italienne, je serais ravie, mais je resterai profondément française. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, oui, je pense que ça... Je pense que ça n'a pas été clair, ce que vous avez dit. Voilà. Il y a la question de la polémique qui a démarré de la question tunisienne. Écoutez, sur le plan historique, c'est un problème, un point capital. Parce que le professeur Ainero a fait allusion à Aigues-Mortes, au massacre des travailleurs italiens, d'ailleurs presque tous piémontais, à Aigues-Mortes au mois d'août 1893, et il y a eu le problème de la polémique sur le fait que ces immigrés nous enlèvent le travail et nous enlèvent les conditions de travail moins bien rémunérées que les ouvriers français. Mais il y a eu aussi l'aspect de la tension politique franco-italienne de l'époque. La presse de l'époque était déchaînée contre l'Italie en disant « Nous, on a combattu à Palestro, Magenta et Solferino pour vous, et maintenant vous devenez les alliés de nos ennemis principaux, les Allemands en particulier. »
Il y a des couvertures de une du petit journal au moment de certaines rencontres franco-italiennes, excusez-moi, italo-allemandes, qui sont d'une violence anti-italienne extrêmement. Donc, la question tunisienne, malheureusement oubliée, fait partie des éléments qui ont contribué à créer cette tension absurde franco-italienne à la fin du XIXe siècle, qui finira, comme le professeur Agnew l'a dit, avec la Première Guerre mondiale, car la France aura besoin de l'Italie, d'ailleurs, pour ouvrir un autre front contre les empires centraux. Mais la leçon de l'histoire de ce point de vue-là est que tous les malentendus franco-italiens en politique amènent des conséquences particulières, mais pour une raison très simple. L'expérience de Madame, plusieurs parmi nous, est qu'on est de la même famille. Et les personnes qui sont là le sont physiquement, dans leur sang. On peut extrapoler ce concept et dire que Français et Italiens, à cause de la présence extrêmement importante de l'immigration italienne en France, et des enfants d'immigrés, des petits-enfants d'immigrés, est telle que Français et Italiens sont de la même famille. Donc, quand une dispute est à l'intérieur de la même famille, quand une perception des trahisons est dans la même famille, les conséquences, la haine, les rancunes sont encore plus fortes et elles durent encore plus longtemps. Donc, il y a cet élément qui est le revers de la médaille de l'immigration italienne. Elle est une immigration tellement importante et tellement réussie dans sa dimension d'intégration que quand il y a une polémique franco-italienne, cette polémique franco-italienne a des conséquences particulièrement dures et des rancunes qui durent particulièrement longtemps dans les décennies et au fil du temps. Donc, la relation franco-italienne doit être maniée avec prudence, cultivée, aimée, mais quelque part, on est particulier dans notre relation et on doit le savoir, profiter du bon côté et éviter les malentendus. Parce que même dans des époques récentes, les malentendus franco-italiens ont ensuite des conséquences particulièrement difficiles. Et en plus, les Italiens ont l'habitude que toutes les fois qu'ils font une polémique avec les Français, ils vont s'allier avec les principaux adversaires des Français, qui sont très souvent les Allemands. Donc, moi, je termine là. Je pense que probablement il serait juste de laisser le dernier mot au professeur Romain Reinero, qui est le plus illustre d'entre nous, et qui possède aussi le don de l'auto-ironie, et donc il reçoit ses compliments avec un sourire un peu sceptique, et ce qui augmente bien sûr sa sympathie à nos yeux. Donc, au cours de cette petite discussion, nous avons souligné l'importance des relations entre les Français et les Italiens, aussi l'apport des Italiens qui ont trouvé le chemin de leur réussite professionnelle en France. Donc, cette contribution fournie par les Italiens, qui est d'ailleurs soulignée d'une manière très convaincante dans la belle exposition qui est toujours en cours et qui rend honneur à ces Italiens arrivés avec peu de moyens et ayant réussi à bâtir quelque chose d'important. Il est vrai que les relations entre ces deux pays et ces deux cultures sont extrêmement anciennes. Donc, ce sont deux pays qui, oui, se sont connus ultérieurement à travers la vague migratoire de la deuxième moitié du 19e et en périodes différentes tout au cours du XXe siècle. Mais
on peut remonter à l'époque de la conquête romaine de la Gaule. Là aussi, il y avait eu une rencontre. Donc, ce qui fait que ce n'était pas une rencontre entre inconnus. Quand on parle de l'émigration, on parle de ces Italiens qui étaient les descendants des Romains, mais aussi considérons toute la période de l'Italie centre de la chrétienté. Alors là, la France qui est pleine de cathédrales magnifiques qui rendent hommage à la foi chrétienne, bon, là aussi, il y avait bien sûr un lien, mais aussi l'Italie qui invente la finance, Florence, enfin, les reines florentines à Paris, les deux reines qui ont... il y a quelques jours, j'ai participé à un événement au Sénat qui est un ouvrage d'architecture italienne. Enfin, je veux dire que c'est quelque chose de... Et bien entendu, il faut arriver au risorgimento et donc à la période évoquée aussi par mon ami Alberto. L'intervention française a été décisive pour la réussite du grand projet de l'unité politique de l'Italie. Même si cette conquête, comme je le rappelais au début de notre soirée, a été contestée par une partie des Italiens. Donc, ce sont des retrouvailles entre de vieux amis, des peuples qui se connaissent bien, qui ont mesuré mutuellement, comment dire, leurs vertus et leurs limites, enfin, qui se connaissent comme entre justement des vieux amis, n'est-ce pas? Et dans le cadre de l'Europe, je pense qu'en effet, l'Italie et la France, si elles arrivent à faire converger davantage leurs forces, à mettre en valeur leurs atouts respectifs, bon, peuvent représenter vraiment un poids considérable. Là, je passe, là, et bien sûr, encore une fois, je le répète, ce soir, on a choisi un sujet immense, donc on pourrait passer la nuit, mais je préfère, je suis sage et par conséquent, je passe le micro au professeur Reillet. Merci de votre attention et surtout des problèmes que je vous soulevais. C'est un grand chantier dont je me considère simplement un ouvrier de l'histoire qui pioche, mais qui pioche dans le bon sens, qui n'invente rien, qui cherche les documents et qui les respecte, même si quelquefois ces documents lui donnent tort. C'est ça la vertu d'un vrai historien. Pierre Renouvin, qui a été un grand professeur d'histoire à la Sorbonne, qui a été aussi mon maître, disait toujours « Un vrai professeur d'histoire change d'idée tous les matins lorsqu'il trouve un document qui lui donne tort. Malheur à ceux qui mettent de côté les documents qui leur donnent tort et exaltent les quelques documents qui leur donnent raison. Malheur quand ce ne sont pas des bons ouvriers. » Alors, pour donner un air assez gai à notre dernier discours, je vais vous citer un monsieur qui a été un Sicilien, qui était un émigrant oublié et célébré. Alors cet émigrant est Francesco Procopio dei Coltelli. Francesco était un employé d'une pâtisserie de Palerme. Il est né à Palerme en 1651 et il est venu à Paris chercher fortune. Il a eu l'avantage d'inventer une chose qui n'était pas alors à la mode, c'est-à-dire il a inventé le restaurant. Le Procope, rue de l'Ancienne Comédie, dans le 6e, a aussi, et encore son image, et aussi une plaque dans laquelle on dit
cet Italien, Procopio dei Coltelli, non seulement a inventé la table qui n'est pas la table d'hôte, mais la table singulière des restaurants, non simplement il a inventé cette nouvelle manière d'avoir des rencontres agréables, mais il a aussi inventé la diffusion planétaire de la glace. Il gelato. La glace a été toujours un patrimoine sicilien. Le premier gelato italien, 1686. Procopio dei Coltelli lance l'idée de voir cette crème glacée qui fait fureur et qui deviendra aussi un de nos arguments, non seulement en été, mais aussi en été. Alors, pourquoi s'appelle-t-il dei Coltelli? Alors, on s'est toujours demandé pourquoi. Récemment, j'ai eu une intuition grâce à mes amis de Palerme, c'est-à-dire, il s'appelait Francesco Couto. Couto, en italien, en sicilien, c'est une famille très normale. C-U-T-O avec l'accent. Couto. Alors, Couto est arrivé en disant, je m'appelle Francesco Couto. Ah, Couto. C'est Couto, oui. Mais qu'est-ce que c'est? Les coltelli. Alors il s'est mis à même de se donner un blason. Et il s'est appelé Francesco Procopio dei Coltelli. Et moi je peux virgule, notabile palermitano. Je peux rajouter que c'était le restaurant préféré par Leonardo Sciascia et j'ai eu la chance de me balader de temps en temps dans les années, à la fin des années 70 quand je faisais un cours ici à l'école de journalisme avec Sciascia et lui m'amenait toujours dans ce restaurant pour manger ou tout simplement pour boire et parler. Donc c'était plus sicilien que ça, tu vas. Alors, vous voyez, c'est un chantier, nous avons erré dans un chantier très vaste, quelquefois connu, quelquefois oublié, quelquefois manipulé, mais enfin, notre intérêt reste au-delà des vagues de la mode et des nécessités des milieux politiques. Et j'ajoute simplement une chose, que ce fait de s'anoblir tout seul, en se moquant des caprices des rois qui anoblissaient les différentes personnes, c'est une leçon de vie qui nous invite à réfléchir. Merci. Bonsoir.